OK. Ben, bonjour tout le monde. Il y a beaucoup de monde pour la présentation aujourd'hui. Fait qu'on a Benjamin Gauthier, qui est physicien ici à l'UQTR au double bac physique informatique. Et il vient nous parler d'un projet d'été qui s'est fait l'été dernier qui porte sur les polynomiaux. Alors, je laisse la place à Benjamin. C'est ça, je m'appelle Benjamin. Je vais vous présenter le projet de recherche que j'ai fait l'été passé, qui était en co-direction. En fait, mon directeur, c'était Alain Coupé, qui est ici dans la rencontre, et Fadette Douré, qui sont les deux des professeurs au département de Matinfo. Donc, en quoi consistait le projet de recherche? Eh bien, c'était de générer des polynomiaux serpents maximaux avec des réseaux neuronaux profonds. Donc là, on va prendre le temps de décortiquer ça, parce que c'est pas tous des mots qui sont particulièrement connus. Donc, en premier, qu'est-ce que c'est un polynomial-serpent maximal? On sait par vous définir la base. Donc, un polynomial, c'est un ensemble fini et connexe de cellules vivantes en noir dans un plan formé de carrés unitaires. Les autres cellules du plan sont dites mortes en blanc. Donc, par exemple, je prends l'image de gauche ici. Ça, c'est un polynomial. Donc, c'est des cellules vivantes qui sont noires, toutes connectées ensemble. Et toutes les autres cellules sont blanches, mortes. Et ensuite, on a un polynomial serpent. Donc, un polynomial serpent, c'est la même chose, c'est juste que c'est une chaîne de cellules à la place. Donc, chaque cellule a seulement deux voisins, mais au plus deux voisins. Donc, ça fait l'image qui est juste en bas. Et finalement, on a un polynomial serpent maximal, donc on en vient au sujet. C'est en fait le plus grand polynomial serpent que tu peux inscrire dans une grille. Par exemple, dans une grille de taille 13 par 13, on a ce serpent-là qui est le plus grand serpent que tu peux mettre dans ces grilles-là, qui est de longueur d'ailleurs de 107. Donc, 107 cellules vivantes dans ce rectangle. Il y a plusieurs solutions possibles. Donc, pour le 13 par 13, il y a des milliers de polynomiaux serpents maximaux différents. Mais ils sont tous de la longueur maximale qui est de 107 cellules. Et donc, pourquoi on étudie ces objets-là en mathématiques? Mais entre autres parce que c'est relié au problème du repliement des protéines. Donc, en fait, c'est juste une modélisation mathématique d'une protéine. Et donc, quand, par exemple, votre corps synthétise des protéines, ben, ces protéines-là vont se replier pour assurer leur fonction dans le corps. Et donc, la manière qui se replie, c'est ce qu'on étudie ici. En fait, ça se replie de façon similaire à un polynomial maximal. J'ai déjà une question. Oui. Tu disais qu'il y a des milliers de serpents pour un même rectangle. Oui. Mais est-ce qu'ils sont comme équivalents d'une certaine façon ou est-ce qu'ils sont vraiment complètement différents? Ils peuvent vraiment pas se ressembler. Mais par contre, on peut trouver des structures distinctes communes. Comme par exemple, la plus commune, ça serait les escaliers ici. Donc, les escaliers en diagonale comme ça, on trouve ça dans la plupart des polynomiaux serpents maximaux parce que c'est comme la structure la plus compacte que tu peux avoir. C'est juste que tu ne peux plus respecter cette structure-là une fois que tu es dans les points, par exemple. C'est là que ça va diverger. Mais ouais. J'en reparle en fait tout de suite après. Donc, c'est quoi la problématique associée à ces objets-là? C'est que calculer les polynomiaux serpents maximaux, c'est très difficile parce que, en fait, plus la taille de la grille grossit, plus c'est long de trouver des polynomiaux serpents maximaux. Parce que la manière qu'on fait, c'est qu'on les énumère tous un à un, puis ensuite, on prend les plus longs là-dedans, puis voici nos serpents maximaux. Donc, c'est exhaustif. Et plus la taille de grille augmente, en fait, plus il y a des serpents à énumérer, donc plus c'est long. En fait, c'est de complexité exponentielle parce que c'est un algorithme comme force logique. Donc, ça, c'est un problème. Parce que pour les ordinateurs, comme cet ordinateur-là ou n'importe quoi, si c'est pas un ordinateur quantique, il va avoir beaucoup de difficultés avec les problèmes de complexité exponentielle. Bon, le but, en fait, si on aimerait ça, en fait, calculer les serpents maximaux qui sont plus grands que ceux inscrits dans des carrés de taille 17 par 17. En fait, 17 par 17, c'est comme un peu la limite actuelle au niveau des carrés, parce qu'on peut aussi calculer les serpents dans des rectangles. Mais maintenant, au niveau des carrés, on n'est pas capable, avec un ordinateur classique, de dépasser le 17 par 17. Donc, en ça, on va aller dans des tailles plus grandes. Donc, ça, c'est le premier problème. Puis le deuxième problème, c'est qu'on aimerait aussi trouver une fonction qui nous permette de calculer la longueur de ce serpent-là. Donc, ça serait, je donne la hauteur et la largeur de mon rectangle et j'obtiens, ça va être quoi la longueur maximale de mes serpents dans ce rectangle-là. On aimerait ça avoir cette fonction-là, mais c'est très difficile à trouver. En fait, on ne l'a pas fait encore.
Mais pour trouver cette fonction-là, en fait, il nous faut des exemples. Il nous faut des serpents dans des grandes tailles, dans des petites tailles pour essayer de faire une conjecture. Et en ce moment, vu qu'on est juste capable de calculer des serpents maximaux dans des petits rectangles, c'est très difficile de faire une conjecture et de genre, généraliser. Donc, c'est ça. On veut calculer des serpents dans des grands rectangles. Fait une solution à ça, c'est en fait l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, en soi, c'est des multiplications de matrices et de vecteurs. Donc, c'est de complexité polynomiale, ce qui est largement plus abordable pour un ordinateur normal qu'une complexité exponentielle. Donc, voilà, avec un réseau neuronal, on peut techniquement les générer plus rapidement. C'est ça le but. Et dans cette conférence-là, en fait, ce que je compte faire, c'est vous présenter les modèles que j'ai utilisés, les résultats que j'ai eus, mais c'est aussi une introduction à comment ça marche l'intelligence artificielle, juste pour vous donner une idée de comment ça marche. C'est certain qu'il y a des bouts qui vont vous échapper, je vous le dis tout de suite, parce que c'est très complexe et j'ai pas le temps d'aborder toutes les mathématiques, mais je vais aborder comme les lignes importantes, juste que vous ayez un peu comme l'idée derrière ça. Bon. Donc, on commence à la base. Qu'est-ce que c'est un réseau neuronal profond? Donc, l'intelligence artificielle, c'est un très grand ensemble, mais dans cet ensemble-là, il y a des sous-groupes d'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, c'en est un. L'apprentissage automatique, c'est toutes les intelligences artificielles qui vont apprendre des données pour générer quelque chose. Donc, parmi ça, parmi cette famille de modèles d'apprentissage automatique, il y a les réseaux neuronaux, où c'est vraiment des neurones informatiques, finalement, qui vont imiter le cerveau humain, d'une certaine manière. Et nous, on va se concentrer sur les réseaux neuronaux profonds. Donc là, la différence, en fait, c'est pour l'apprentissage automatique, c'est l'image qu'on a en haut ici. En fait, on va avoir des données. Il va y avoir un humain qui va s'interposer là-dedans, qui va aller classifier les données. Ça, on appelle ça un peu l'apprentissage supervisionné, excuse. Et il va classifier les données. Ensuite, il va le donner au modèle. Puis le modèle, la main va apprendre, en fait, c'est en comparant ce que l'humain a classifié et ce que le modèle lui-même a classifié. Donc, il va être capable de savoir s'il s'est trompé ou non. S'il s'est trompé, il va s'ajuster. Ça, c'est l'apprentissage automatique. Mais maintenant, l'apprentissage automatique profond, donc le deep learning, vous voyez, l'humain n'est plus là-dedans. Il n'est plus d'humain. On l'oublie. On fait juste donner au modèle des données. Puis c'est sa job de trouver quelles caractéristiques en tirer. Puis ensuite, c'est quoi qui va permettre de faire la prédiction, en fait. Fait qu'on laisse vraiment à lui-même pour générer ce qu'on veut générer. Donc, c'est cette approche-là qu'on prend dans cette logique. Et donc, je passe au premier modèle que je vais expliquer, que j'ai utilisé, qui est le modèle transformer. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent un modèle transformer? Oui. ChatGPT. ChatGPT. OK, donc en 2017, je pense que c'est une équipe de chez Google, ils ont sorti un papier qui s'appelle Attention is all you need. Ils présentaient le modèle transformer. C'était à la base utilisé pour la traduction de texte, en gros. Mais c'est juste en 2022-2023, quand ChatGPT est arrivé, que là, ça s'est ultra démocratisé, puis là, on l'utilise tout le temps dans toutes nos vies, quasiment. Mais c'est des modèles transformers, en fait. Le modèle transformer, c'est un petit peu la révolution de cette décennie. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, quelques généralités. Exemple de modèles connus, ChatGPT, Gemini, il y a Claude, DALL-E, Clip, c'est des noms que vous avez déjà entendu parler. Et tout, en fait, dans le cas de ChatGPT et Gemini, c'est ce qu'on appelle des LLM, donc des modèles de langage, les grands modèles de langage, c'est bon. Les grands modèles de langage reposent sur les transformers. Comme je disais, c'est initialement développé pour la traduction de texte. Je vais vous expliquer pourquoi après. Puis, sur quoi est basé le transformer? C'est basé sur ce qu'on appelle le mécanisme d'attention, que je vais aussi expliquer plus tard. Mais en gros, c'est ce qui permet de contextualiser, par exemple, les mots dans une phrase. On ne va pas juste analyser la phrase telle quelle, on va analyser le sens de la phrase. C'est comme un peu plus à nouveau. Donc, si on regarde un petit peu très rapidement le modèle, je ne vais pas m'étaler trop dessus. Ce qui se passe, c'est que je vais prendre le cas du français. Tu as des mots en français, ils rentrent dans le modèle, ils sont convertis en vecteurs, c'est ce que ça veut dire ici.
Ensuite, on encode leur position dans la phrase. Et ensuite, on rentre dans ce qu'on appelle l'encodeur. Donc, le premier encodé, c'est ce qu'on appelle l'encodeur. Et dans l'encodeur, il y a deux parties. La partie d'attention, ça va contextualiser les mots dans la phrase. C'est une autre partie qui est ici, ça s'appelle feed-forward, mais c'est un perceptron multipouche. Je vais revenir plus tard, mais en gros, c'est vraiment réseau neuronal classique. Genre, c'est le plus de base que tu fais avoir dans le modèle d'intelligence artificielle profond. Donc, ça, c'est la partie encodeur. Puis à droite, la partie décodeur qui fait un peu miroir à ça. Je ne veux pas la détailler. Mais en gros, l'idée, c'est que mettez ce français, ça va transformer ce français-là et ça va le plonger, on va dire, dans un espace vectoriel de haute dimension. Puis ensuite, le décodeur, il va prendre les mots sous forme de vecteurs et les remettre en anglais. Donc, en fait, la langue commune, la langue de l'univers, c'est comme cet espace vectoriel-là. C'est comme le pont entre le français et l'anglais. Un mot de ça. Bon, les transformeurs sont spécialisés dans la génération de séquences. Donc, c'est pour ça que les modèles de langage utilisent. Donc, c'est des séquences de mots, finalement. Et dans le cas de serpent, c'est pas une séquence de mots, c'est une séquence de cellules. C'est pour ça qu'on s'est intéressé aux transformeurs à la base. Et là, maintenant, la question, c'est est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour générer des serpents? Ben, avant de répondre à ça, on va voir comment ça marche un transformeur, plus en détail. Donc, la première notion, c'est vecteur de embedding. Là, je vous avertis, il y a beaucoup d'anglicisme, mais c'est parce que la littérature française là-dessus n'est pas très bonne. Il n'y a pas beaucoup de traduction des mots, en fait. On utilise souvent les mots anglais. Donc, par exemple, admettons que j'ai la phrase suivante, je bug, donc je suis. En fait, ce que le modèle va faire, c'est qu'il va associer à chaque mot un vecteur. Donc, par exemple, sa représentation vectorielle, c'est ça. Donc, on passe d'une notion discrète, des mots, à une notion continue et vectorielle. Donc, avec une direction. Puis on fait ça pour chaque mot. Puis remarquez, le jeu ici, c'est le même que celui ici. OK? C'est le même vecteur. C'est un mapping 1. Bon, en théorie, je pense à ça, je pense qu'il y a vu que c'est un J majuscule, ça ne serait pas exactement le même vecteur. Ignorons ça. Bon, c'est quoi l'idée de transformer des mots en vecteurs? En fait, c'est parce que dans cet espace vectoriel de très grande dimension que j'ai mentionné plus tôt, on va être capable d'encoder des sémantiques, le sens des phrases. J'explique ça avec cette image-là ici. En fait, on a un premier vecteur, par exemple, homme. Donc, attends, on aurait un vecteur, en fait, qui part de l'origine jusqu'au point homme. Ça, c'est une projection de 2D dans l'espace vectoriel, mais bref, il y aurait ce vecteur-là ici. Ça, c'est la représentation d'un homme dans notre espace. Il y aurait aussi femme. Maintenant, si je prends la différence entre les deux vecteurs, femme et homme, j'aurais ce vecteur-là. Puis là, ça va. Et là, je peux faire un même processus avec 3 et reine. Et là, on remarque que l'affaire, c'est ça. C'est que la différence entre les deux vecteurs, c'est la même. Ou presque la même. C'est très proche, c'est ça qui est important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans cet espace vectoriel de haute dimension, ce que le modèle a compris, c'est que la différence entre femme et homme et reine et roi, c'est la même chose. C'est le sexe de la personne. Donc, le concept de sexe est associé à une direction dans l'espace vectoriel. Il y a un autre exemple que je n'ai pas mis, je pense que j'aurais dû le mettre, mais un exemple populaire, c'est par exemple, tu prends le vecteur Allemagne et Italie et tu additionnes le vecteur dictateur. OK? Ça va devenir M. Hitler puis M. Mussolini. OK? C'est ça qui se passe ici. Dans ce cas-là, ben, le dictateur a une direction associée dans l'espace vectoriel. C'est un peu ça l'idée de choisir des vecteurs pour représenter les choses. C'est aussi que c'est plus facile de moduler un vecteur, changer sa direction, aller chercher d'autres sens et d'autres définitions qu'un mot. Alors, si maintenant je change des lettres de place dans un mot, ça ne va pas faire grand-chose. Donc voilà. Maintenant, comment on fait ça avec un polynôme? Ben, c'est facile. Dans la langue française, tu as par exemple 10 000 mots, plus sûrement, je ne sais pas. Tu vas avoir 10 000 vecteurs. Ici, c'est bien simple, tu as juste 2 mots. Tu as le mot cellule vivante et cellule morte. Donc, tu associes à chacun des cellules un vecteur. Avec un type de
Donc, ça, c'est la partie de traduction texte à vecteur. Maintenant, le mécanisme d'attention, j'ai parlé plus tôt. Son but, c'est de contextualiser chacun des tokens par rapport aux autres. Tokens, je ne l'ai pas dit, mais c'est comme les mots. Fait que les cellules dans Pomino, c'est des tokens. Les mots dans la phrase, c'est des tokens. Donc, par exemple, mettons que la phrase une intelligence artificielle génère un polymino. Ben, le mot artificiel est beaucoup plus important au mot intelligence qu'au mot polymino. Puis un polymino artificiel, ça ne fait pas de sens. Un polymino, c'est un polymino. Mais l'intelligence, ça peut être artificielle. Donc, c'est important de contextualiser artificiel à intelligence. Donc, ça sert à ça, le mécanisme d'attention. Donc, dans un polynôme, ben, la nature des cellules voisines influence directement le choix des cellules à placer dans la ville. Donc, si maintenant, je veux allonger mon serpent, je ne peux pas placer une cellule là, vu que sinon, ce serait un serpent. Donc, c'est important de contextualiser cette cellule-là en disant, ça, c'est pas une bonne cellule sur laquelle je vais m'allonger. Bon, le calcul, et c'est là que la partie mathématique arrive pour les mathématiciens. La partie, pour calculer l'attention, en fait, on a besoin de ces trois vecteurs-là. Et là, je vous dis, c'est très bizarre. Okay? En fait, l'intelligence artificielle, ça s'appelle que c'est une boîte noire, on ne sait pas vraiment comment ça marche au final. Mais on peut en faire des déductions, des hypothèses. Ça serait ce que je présente ici. Donc, l'implémentation du calcul d'attention, c'est avec ces vecteurs-là. Q, K et V qui représentent queries, keys and values. Et finalement, c'est un calcul quand même simple. C'est juste, tu prends le vecteur de W, fois une matrice, plus un autre vecteur qu'on appelle le biais. La matrice qui est ici et le biais, c'est des vecteurs ces vecteurs et matrices qui sont appris pendant l'entraînement. Donc, à la base, quand j'ai une série de modèles, je vais écrire de toutes pièces, c'est n'importe quoi. Là, je vais l'entraîner. Puis, ces valeurs-là, dans les matrices, pour s'affiner, pour finalement, au final, quand je fasse des prédictions, ça fait les prédictions que je veux. Donc, c'est là que la partie apprentissage intervient, c'est ça va changer les valeurs de ces matrices vecteurs-là. Et donc, à quoi correspond le vecteur query, par exemple? Ben, en fait, le vecteur query, c'est ce que l'élément cherche. Le vecteur key, c'est ce que chaque élément déclare être. Et le vecteur value, c'est l'information, le contexte que l'élément peut apporter à la phrase. Donc là, c'est un peu bizarre du même. On peut prendre des exemples. Par exemple, Q, ça serait une recherche Internet sur Google. K, ça serait le titre des pages web. Puis V, le contenu des pages web. On va voir de même. Puis pour les polynomiaux serpents, Q, ça serait ce que l'extrémité du serpent cherche pour décider comment grandir. Puis K, c'est la signature de chaque cellule existante décrivant son contexte local. Puis V, ça serait l'information apportée par chaque cellule CLG pertinente à l'enlèvement de serpent. Donc, c'est comme ça qu'on peut le voir. Merci, question. Pas de question? Tu vois ça. N'hésitez pas en tout cas. Je peux peut-être en avoir une. Ouais. Encore, on disait, dans le modèle de langage, on initialise des matrices un peu n'importe comment, on rentre n'importe quoi dedans. Dans votre cas, est-ce que c'est la même chose? Oui, complètement. On initialise n'importe quoi, puis là, je vais entraîner mon modèle à générer des polynomiaux serpents, fait que ça va affiner les valeurs dans les matrices et vecteurs pour que quand j'appuie sur le bouton Enter, fais-moi une prédiction, ça génère un serpent, puis pas un chat. En gros. Bon, on a un autre problème, c'est que jusqu'à maintenant, on a juste associé des mots à des vecteurs. Mais on n'a pas encodé leur position dans la phrase, qui est aussi important. Parce que si artificiel se retrouve 20 mots plus loin, il ne va pas dire grand-chose sur le mot intelligence qui est le premier mot de la phrase. Donc, on utilise l'encodage positionnel pour faire ça. Puis, dans mon cas, j'utilise un type qui s'appelle le Rope 2D, qui est un encodage rotationnel. Je vais passer un peu vite là-dessus parce que c'est un peu compliqué à décrire, mais en fait, pour les vecteurs Q et K, je vais multiplier une matrice R ici, qui va comme appliquer des rotations sur certaines des composantes de ces vecteurs-là. Là, ça va me donner un autre vecteur qui est utilisé dans les calculs de temps. Pourquoi des rotations? Parce que, par exemple, si deux vecteurs ont subi aucune rotation, on va dire, ça veut dire qu'ils sont importants, ben, ils sont au même endroit, en fait, dans la phrase.
Si on a un qui a suivi une rotation parce qu'il y a un mot plus loin, mettons, je fais le produit scalaire de ce vecteur-là, ça, c'est plus proche de 0. Là, c'est un petit peu plus loin dans la phrase, produit scalaire, un peu plus proche de 0, puis là, s'ils sont vraiment perpendiculaires, si tu fais le produit scalaire entre ces vecteurs-là, c'est 0. Fait qu'ils n'ont pas rapport entre eux. Ils sont trop loin, en fait, en phrase. C'est pour ça qu'on fait des rotations. C'est l'idée. Ah oui, en fait. Puis la rotation, c'est en fait, cette matrice-là qui est ici, c'est une matrice diagonale par bloc. Donc, c'est une rotation pour la dimension X, une autre en dimension Y, parce qu'on est dans un polynomial, fait qu'il y a deux dimensions à la grille. Et si on fait la matrice complète, ça ressemble à ça. Donc, la matrice complète. Si on prend la matrice qui est ici, et je la définis, ça ressemble à ça. Donc, en fait, c'est juste des petites rotations faites sur des paires de composants de vecteurs. Puis, on en fait pour toutes les paires de composants. Fait que, par exemple, dans un modèle de langage, on pourrait avoir des vecteurs d'embedding de dimension 1024. Fait que c'est des très longs vecteurs. Fait qu'on aurait 512 rotations à faire sur chaque paire de composants. Ça va venir encoder la position. C'est une manière un peu arbitraire d'encoder la position. La raison pour qu'on fait ça, c'est parce que ça marche. C'est la seule raison. Il n'y a pas de meilleure raison que ça. Puis l'angle de rotation est juste défini par la position. Donc, J ici, c'est la position dans la phase. Et au final, on arrive au calcul de la tension. Donc, j'avais dit au début, on a besoin de QK et V pour calculer la tension. On y arrive. Donc, la tension, c'est quoi? C'est ce qui est à droite ici. Donc, c'est le softmax, juste dans la droite pour définir softmax, c'est cette fonction-là ici, c'est un peu une fonction de normalisation, en fait. C'est une fonction de normalisation. Parce qu'on ne veut pas que les nombres deviennent trop gros dans le transformer, sinon ça fait des comportements imprévisibles. Puis aussi, on arrive sur des problèmes d'imprécision et tout. Donc, on normalise souvent entre les calculs pour que ça déborde. Donc, c'est pour ça que le softmax est là. Puis, les efficient, nous montrerons probablement à quoi ça ressemble, ça. Donc, dans l'argument de softmax, on met l'expression qu'il y a ici. Donc, c'est quoi N? N, c'est juste tous les vecteurs Q. NQ, en fait, c'est tous les vecteurs Q mis ensemble dans une matrice, simplement. Même chose pour K. On fait la transposition. En fait, l'interaction, quand je dis que le mécanisme d'attention contextualise l'information, c'est ici que ça se passe. C'est avec l'unification des deux matrices ici. Les vecteurs Q et K de tous les tokens, tous les éléments, viennent se multiplier à cette étape-là. Donc, c'est ici que les scores d'attention, qu'on appelle, sont calculés. C'est ici que les tokens sont contextualisés. Ça, c'est possible. Puis, à softmax, on multiplie V, c'est vecteur value. Donc, c'est l'information contextuelle. Voilà. C'est ça, j'ai pas. Bon, calculateur, au final, c'est juste un calcul arbitraire, mais ça marche. C'est souvent ça qui revient à, by the way, dans les papiers d'intelligence artificielle. Tu te poses la question, pourquoi ça marche? Parce que ça marche. Il n'y a pas d'autre raison. Là, les matrices ils ont autant de multiplication, la dimension qui est partagée, c'est laquelle? C'est la grandeur du vecteur ou le nombre de vecteurs? C'est autant de K que de Q? Oui. En fait, pour chaque vecteur d'embedding, pour chaque mot que j'ai en phrase, je vais avoir un Q et un K et un. OK. Donc, X, donc c'est une matrice carrée, tu veux dire? Le X, non. En fait, parce que. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, ça devrait être NV. Ouais. Ça devrait être NV, puis ensuite, ici, c'est une matrice MX. Ouais. J'ai changé un peu tantôt, puis je pense que j'ai oublié de changer ça. Mais c'est justement, en fait, l'exponentielle de X en haut, fait calcule comment? Diagonale ou tu Ouais. C'est en fait élément par élément. En fait, je ne me rappelle plus exactement. C'est parce que comme je l'ai dit, j'ai simplifié certaines parties de la présentation pour ne pas alourdir, mais l'opération softmax est appliquée sur comme tous les éléments d'une matrice, par exemple. Fait qu'on va additionner genre, les éléments de cette matrice-là, puis ça va être un des éléments. C'est comme les éléments. Bon, c'est peut-être la slide la moins
bien défini, mais c'est parce que je veux pas m'embarquer dans les maths dégueulasses que j'ai faites dans mon rapport, par exemple. Donc, c'est ça. Bon, et ce calcul-là, justement, par la multiplication matricielle, en fait, la multiplication matricielle, on peut la mettre sur une carte graphique. Ça fait que ça accélère de fou la rapidité de ce calcul. Puis ça, c'est important parce que c'est la seule raison pourquoi ChatGPT est possible. Okay? C'est parce que le modèle transformeur s'applique bien aux cartes graphiques qui sont très rapides dans les ordinateurs. Bon, là, on avait, je vais revenir un peu plus tôt. Là, à date, on a fait la traduction des mots en vecteur, on a fait le mécanisme d'attention. Là, on est rendu au feed-forward network, qui est aussi un perceptron multi-switch. Donc, à l'issue du mécanisme d'attention, on obtient un vecteur transformé, modulé par le contexte de la phrase. Et ce vecteur-là, on va tout de suite le lancer dans un perceptron qui ressemble à ça. Donc, ça ressemble. J'ai vraiment vu déjà une image de ce genre-là à l'heure. Mais en gros, à gauche, ça va être la première couche de neurones. En fait, il va y avoir une neurone par composante de vecteur. Donc, si mon vecteur est de longueur 1024, donc 1024 à gauche, neurones, d'entrée. Au milieu, je vais avoir 2 fois ça. C'est que ici. Puis à la fin, on vient en 1024, par exemple. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que la valeur, par exemple, de cette neurone-là, donc là, il faut que ça, c'est vecteur, c'est vecteur, c'est vecteur. Pour obtenir cette composante-là du vecteur, il faut que je fasse, en fait, une somme pondérée des autres neurones du niveau avant. Et la pondération, en fait, ils vont avoir une par ligne. Ça, c'est les poses du réseau. Les matrices W, le biais que j'avais tantôt, ça, en fait, ça correspond au poids des liaisons entre les neurones. Donc, un poids, un élément dans la matrice. Une ligne, un élément dans la matrice. À quoi ça sert ça? Pourquoi on fait ça? C'est pour aller chercher la non-linéarité dans l'information. Et donc là, on a contextualisé une phrase. Là, on va aller chercher comme une compréhension plus non linéaire. En fait, c'est le mot plus approprié. C'est de ne pas avoir des comportements, être capable de modéliser des comportements plus complexes, en fait. Mais ça reste une boîte noire. Il ne faut pas chercher trop, d'accord. Donc, à quoi correspond mathématiquement ce perceptron-là ici? C'est en fait comme on a vu tantôt. Donc, 1W fois le x plus le biais. On va le mettre dans une fonction de normalisation que j'avais mentionné tantôt. Plutôt c'est softmax, si j'utilise sigma vide, c'est une autre. Il y en a plein. Et ce résultat-là, en fait, tout le sigmoïde ici, ça correspond, là on est rendu là, dans le calcul. Là, il faut que je repasse à ce vecteur-là. Donc, ça correspond à une autre matrice de V2 ici, plus mon biais fois le vecteur milieu. Donc, c'est juste en fait, on a enchaîné 2 fois de suite ça ici. Bon. Je vais juste mentionner une chose, c'est que là, on a fait tout ça, et moi, je m'arrête ici. En fond, le modèle de transformeur qui est ici, c'est encodeur, décodeur. Dans mon cas, j'ai juste utilisé l'encodeur pour faire mon projet. Donc, finalement, la fin du calcul s'arrête au perceptron que vous venez de voir, à quelques détails près. Voilà. Puis donc, en fait, ça, si c'est un vecteur qui correspond à une cellule, en fait, l'étape qui manque, c'est de transformer cette cellule-là en un nombre, 1 ou 0, pour bien en mort. Je ne l'ai pas mis là, peut-être là. Donc voilà. Maintenant qu'on a un modèle complet, comment on l'entraîne? En fait, on lui donne un polynomial serpent partiel. Genre, donc, je lui donne ça. Donc ça, je donne ça direct au modèle. Et là, il va me générer quelque chose. Peu importe c'est quoi, moi, je dis, tu aurais dû générer ça ici. On a besoin d'une fonction d'erreur.
il va calculer une erreur associée à ça. Donc, par exemple, s'il génère ici, ben là, je vais prendre une règle et taper sur les doigts. Puis là, avec assez de tapage sur les doigts, il va finir par comprendre que c'était ça que je voulais me faire. En fait, l'algorithme, ce que je suis en train de dire par taper des doigts, ça s'appelle l'algorithme de descente du gradient. C'est un problème d'optimisation trop compliqué à décrire en 50 minutes, donc on ne le fera pas. Bon, on arrive à l'aboutissement de tout ça, c'est cette slide-là ici. Donc, pour générer un serpent, je commence avec une grille qui a une cellule dedans, j'en rajoute une autre, jusqu'à temps que j'aille un serpent maximum. Et maintenant, le modèle transformeur que je décris depuis tantôt, ben, il ressemble à ça. Je donne un serpent partiel, avec 1, 1, 1. Je transforme chacun de ces 1 et des 0 en vecteur. Ensuite, je calcule le QKB de tantôt. J'en fais de la position, je calcule la tension. Je le mets dans le perceptron. Et ça, cette table-là, attention, perceptron, je le refais plusieurs fois, parce qu'il y a plusieurs encodeurs. Parce qu'il est aligné un ensuite de l'autre. Et au final, tu obtiens cette matrice-là ici, qui est la même que celle-là, presque la même. C'est juste que à cette position-là et cette position-là ici, on a une probabilité. Fait que le modèle, il pense qu'il y a 50% de chance que le principal maximal continue dans cette direction-là, 50% de chance qu'il continue dans cette direction-là. Il s'agit de prendre celle qui a la plus grande probabilité. Dans ce cas-ci, ben, ils sont égales parce que le serpent est comme symétrique, là, mais voilà. C'est correct? Donc, à quoi ça ressemble les résultats? Ben, ça marche pas. Tout ça pour ça marche pas. J'ai entraîné un modèle transformeur sur, en fait, la banque de données qu'on a. Donc, les serpents qu'on a, on en a des milliers, des millions même. Mais j'ai pris tous ceux qui sont plus petits que dans la grille 10 par 10. Puis je les ai donnés au modèle. Puis là, mon but, c'était, peux-tu me générer un serpent maximal, par exemple, dans une grille 10 par 10? Oui. OK. Ça marche un peu. Sauf que là, maintenant, je lui demande juste une cellule de plus de large et de hauteur. Le modèle n'est pas capable de généraliser à des plus grandes tailles de grille. Ça, je vous rappelle que c'est un de nos buts à la base. Là. On ne veut pas générer des serpents qu'on a déjà, on veut en générer des nouveaux qu'on ne connaît pas. Fait que ça, c'est un problème. Et maintenant, si tu pousses l'idée encore plus loin et passer sur un très gros rectangle, ben là, il fait n'importe quoi. C'est une tragédie, ce serpent-là. Donc, ça marche pas. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'étudier un autre type de modèle, qui est le modèle de diffusion. Un modèle de diffusion structuré dans l'espace structuré. Donc, quelques généralités comme tantôt. Oui, image est bizarre, on va y revenir. Donc, quelques modèles connus de diffusion. Le Stable Diffusion. Sûrement, vous en avez entendu parler. En fait, si vous utilisez ChatGPT souvent, probablement que vous avez déjà demandé de générer une image, un chien avec des lunettes, ben, il va utiliser derrière ça le Stable Diffusion pour faire ça. Bon, ça sert à quoi le Stable Diffusion? Ça sert à générer des images, mais à la base, c'était utilisé pour restaurer des images, notamment des images biomédicales. Mais ensuite, les informaticiens ont trouvé d'autres applications. Puis, c'est quoi le principe, en fait? C'est qu'on part d'images qui est des pixels aléatoires. C'est du bruit, on appelle ça du bruit. Puis ensuite, on va progressivement retirer du bruit aux images pour obtenir l'image qu'on veut. Donc, par exemple, j'ai une image de bruit total, je demande au modèle, je veux un choc des lunettes. Je vais enlever du bruit jusqu'à temps que j'ai un choc des lunettes. C'est ça qu'on va voir juste après. Donc, en bas ici, c'est ici qu'il faut regarder, c'est en bas. Donc, on part avec l'image qui fait du bruit, puis on enlève du bruit. Maintenant qu'on trouve un choc des lunettes, puis dans ce cas-ci, il est vraiment pas beau. Par contre, c'est dommage que ce soit pas beau parce que justement, on l'a entraîné avec les images qui sont juste en haut. En fait, ce qu'on a en bas, c'est ce qu'on appelle la diffusion inverse. La diffusion inverse, c'est l'étape d'inférence. C'est quand on veut faire des prédictions. La diffusion directe, c'est ce qu'on a en haut. La diffusion directe, c'est l'étape d'entraînement. Donc, l'entraînement, on prend une image, un chat, puis on lui ajoute du bruit. Comme ça ici. Et en fait, ce que je vais demander au modèle, c'est je vais lui donner cette image-là ici, puis je vais dire, enlève-moi du bruit,
Si je n'obtiens pas ça, je tape sur l'autre. C'est le même qu'on va faire. Bon. C'est quoi la différence entre une image et un polynomial? Parce qu'il y en a, ça va faire en sorte que le modèle, il ne sera pas fait de la même manière. L'image standard, déjà, ça a souvent une résolution élevée. 512 à 512 pixels, c'est comme un peu le minimum si tu ne veux pas avoir juste des pixels. Puis, tu as aussi 3 canaux de couleurs, rouge, vert et bleu. Puis, ces canaux-là ont des valeurs en gros de 255. Puis là, quand tu fais 255 puissance 3, tu as comme 16 millions de couleurs. Donc, un polynomial, c'est beaucoup plus simple. Tu as une résolution très basse, 32 par 32. Tu as un seul canal, blanc ou noir. Puis, ce canal-là, il y a juste deux valeurs, 0 1. Donc, pourquoi on appelle ça la diffusion structurée dans l'espace pixel? Ben, c'est parce qu'on génère des structures. Donc, c'est pour ça que c'est diffusion structurée. Puis pourquoi dans l'espace pixel? C'est parce que, en fait, on ne peut pas générer directement cette image-là avec un modèle de diffusion. C'est trop beau. 512 par 512, c'est déjà trop gros, c'est trop compliqué, c'est trop long. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'image de 512 par 512, puis on la réduit en taille, on fait du downsampling. On l'amène, la manière qu'on dit ça, c'est qu'on l'amène dans un espace latent. Et c'est dans cet espace latent-là qu'on va générer les images. C'est pour ça que ici, je précise espace pixel, parce que plus le calcul se font dans l'espace pixel, il n'y a pas d'espace latent. Pas besoin de réduire la taille de l'image, elle est déjà super petite. Même que si j'avais un espace latent, ben, j'aurais comme un pixel pour l'image. C'est plus vraiment une image rendue là, c'est une couleur. Bon, une des opérations fondamentales dans la diffusion, c'est la convolution. Donc, la convolution, c'est quoi? C'est par exemple, j'ai une image en entrée ici, de 6 par 6 dans ce cas-ci, ça c'est des pixels. Donc, j'ai une image X, j'ai un noyau K, K c'est pour kernel en anglais. Le noyau a déjà des poids attribués. Ensuite, j'ai la sortie Y. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est un calcul, c'est un produit scalaire, en fait, entre les deux matrices ici. Donc, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, etc. Puis le résultat de cette opération-là, on va le mettre dans Y. Ici. Et la plus petite dimension. Elle est de petite dimension à cause de la manière qu'on a fait la convolution. Donc, le noyau est comme parti ici. Il a fait ça ici. C'est rendu juste ici. Donc, vu qu'il a fait ce chemin-là, il va générer cette quantité de valeur-là finalement. Si on avait voulu garder la même dimension, il aurait fallu commencer un peu dans le coin. En fait, le kernel aurait comme dépassé. Puis on aurait obtenu une image de même dimension. Une autre composante fondamentale de la diffusion, c'est le U-Net. J'ai extrêmement simplifié dans cette image-là. Pourquoi on appelle ça un U-Net déjà? C'est parce que ça a une abstraction en U. Puis c'est quoi un U-Net? En fait, c'est juste un gros bloc qui combine des opérations de convolution et des opérations d'attention. Donc, ce qu'on a vu avant, c'était pas complètement utile. Donc, pourquoi j'appelle ça un mini-U-Net ici? C'est parce que celui que j'utilise, vu que c'est des images de basse résolution, ben, il faut un millimètre qui est plus petit, sinon, on ne pas. Bon, c'est quoi le principe du net? C'est que tu as une partie de downsampling et upscaling. Ça, c'est associé à l'encodeur, ça, c'est associé au décodeur. Ils sont ici. En fait, l'image va rentrer au niveau 1 en haut. Elle va subir des opérations de convolution qui vont comme analyser la structure de l'image, en fait, c'est un peu ça que ça fait. Ça analyse des structures dans l'image, ça trouve des informations d'une certaine manière. Ça passe dans le transformeur et tout ça. Ça contextualise, blablabla. Là, à la fin de la couche 1, là, on réduit sa résolution de 2. On divise par 2. En fait, on divise par 4 parce qu'on divise par 2 la hauteur et la largeur. Ensuite, on fait la même chose au niveau 2. On réduit la taille d'image, on est au niveau 3. Puis là, on la réduit plus parce que ça se fait, on en est. Puis là, on passe l'information dans ce qu'on appelle le bottleneck. C'est encore une fois la convolution, l'attention, tout ça. Puis on fait le processus inverse. Donc, ici, on va augmenter la taille d'image à la place. Et au final, qu'est-ce que ça me donne tout ça? C'est qu'au début, j'avais en entrée une image avec du bruit. Et ce que le modèle a sorti, c'est le bruit qu'il faut que j'enlève pour obtenir une image propre. Donc, c'est ça le rôle du mini-net, c'est de réduire le bruit à enlever.
Bon, maintenant que j'ai défini les composantes principales du modèle de diffusion, qui est la convolution et le lumière, juste parler un petit peu plus de la diffusion directe que j'ai mentionnée tantôt. Donc, la diffusion directe, c'est pour l'entraînement. La diffusion directe, c'est pour générer des données pour l'entraînement. Donc, par exemple, j'ai mon polynomial. Là, je veux avoir du polynomial. C'est des polynomials avec des bruits. Des bruits. J'ai vu arriver. Du bruit. Je veux générer des polynomials qui ont du bruit pour l'utiliser pour l'entraînement, pour comme modèle pour le modèle, l'intelligence artificielle. Donc, pour faire ça, pour calculer ces images ici, c'est la journée que je sens. Donc, je ne prends pas le temps d'expliquer c'est quoi les constantes ici. Donc, 1 moins alpha, puis alpha bar. En fait, c'est des constantes qui sont liées à la variance d'une loi normale qui intervient dans le calcul. Mais c'est juste des constantes. Peu important. Ce qui est important, c'est que l'image, mettons qu'il y a du bruit, va dépendre de l'image initiale, plus epsilon. Puis epsilon ici, c'est juste une variable statistique. En fait, c'est une loi normale de variance 1 et de moyenne 0. Donc, finalement, si on réduit au plus simple calcul, c'est image plus une matrice que j'ai initialisée élément par élément avec une variable statistique de la normale. Donc, ça, c'est la diffusion directe. Puis pendant l'entraînement, comme je l'expliquais un peu plus tôt, en fait, on va comparer l'image qu'il y a. On va comparer, en fait, on va donner au modèle une image avec du bruit. On va demander au modèle de prédire le plus enlevé, puis ensuite, on va comparer ça au bruit qu'il aurait dû enlever. Donc, s'il a enlevé la bonne quantité de bruit, au bon endroit, ben là, on va dire bravo. S'il fait n'importe quoi, on va taper avec une règle ses mains. C'est la même chose. Et donc, qu'est-ce que l'entraînement fait dans le modèle de diffusion? Rappelez-vous, dans le transformer, ça changeait le biais et la matrice W. Là, ici, c'est le même principe parce qu'il y a aussi des matrices W dans le modèle de diffusion, mais ça va aussi changer le noyau K, donc dans la convolution. En fait, ici. Donc, ces valeurs-là, ici, sont déterminées en l'entraînement. Donc, en fait, l'entraînement sert à quoi? Ça sert à trouver c'est quoi qui est important structurellement dans un polynomial pour faire les prédictions. C'est là que ça va changer. Donc là, on avait la division directe, maintenant la division inverse. La division inverse, je me rappelle, c'est pour l'inférence et pour générer des serpents maximaux. Donc là, on parle d'image, que c'est du bruit peu. Fait que là, je fais une image dans son bruit peu. Puis, ensuite, je vais demander au modèle de faire une prédiction. Ça correspond à epsilon θ. Epsilon θ, c'est ce que le modèle il sort. C'est le bruit à enlever, si vous vous rappelez. Donc là, si on fait abstraction de toutes les constantes, ben, l'image qui a moins de bruit, donc x t moins 1, ça correspond à l'image qui avait plus de bruit, moins de bruit enlevé, plus étrangement une loi normale à la fin epsilon. Bon, il ne faut pas y penser trop fort. En fait, ça reste que c'est un processus statistique, tout ça. Donc, même dans l'étape d'inférence, il y a du aléatoire. Pourquoi on a mis une loi normale? Parce que ça marche mieux. Malheureusement, c'est la seule réponse que j'ai pour vous. Bon, et là, si on met tout ça ensemble, j'ai une image lunette. Qu'est-ce qui me sort en sortie? Le bruit enlevé. Donc, ici, par exemple, j'ai des chiffres entre 0 et 1, c'est pour les peines degrés. Donc, par exemple, pour le premier pixel à gauche, je dois rajouter 0,2 à la valeur. Donc, par exemple, il serait un petit peu plus gris. Ici, pour ce pixel-là, ici, il serait un peu moins gris, donc pas du blanc. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ça donne quoi? Ben, ça marche. Ça marche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai entraîné un modèle sur toutes les grilles en bas du 15 par 15. Donc, ça, on a calculé ça avec brute force. Et quand j'essaie de générer un 16 par 16, donc plus que 15 par 15, j'obtiens un serpent qui est maximal. Ça, c'est une solution connue. Donc, l'intelligence artificielle a été capable de généraliser. Elle a pris des petits polynomiaux serpents, puis elle a été capable de comprendre comment faire des polynomiaux serpents maximaux
dans des plus grandes grilles, des grilles qu'elle n'a jamais vues. Bon, le modèle, quand même, c'est limite. Si tu essaies de faire un 30 par 30, ben là, il fait n'importe quoi. Alors, n'importe quoi, c'est pas complètement vrai, parce que de loin, si tu plisses des yeux, tu continues de pisser, tu dis, ah, ouais, ça s'approche. Mais quand tu t'approches, là, tu vois qu'il y a des erreurs. Par exemple, ici, il y a comme un serpent qui est comme, il y a un bout de Twinnook qui n'est pas connecté au reste. Fait que clairement, c'est pas un serpent, il y a comme plusieurs serpents. Donc, il y a quand même des petites erreurs, mais globalement, c'est quand même pas mal. Il génère quelque chose qui ressemble à ça. Là, on peut faire un carré encore plus gros. Donc, ça, c'est ben là, il y a une erreur dans le diapositive. Mais ça, c'est un 28 par 28. Donc, j'ai été capable de générer un serpent. On ne sait pas si c'est maximal, mais c'est quand même proche de l'être. Bref, on voit que le modèle, il comprend beaucoup plus que le modèle transformer. Le modèle de diffusion, il est meilleur que le modèle transformer parce que quand j'augmente la taille de la grille, il ne fait pas de n'importe quoi totalement. Il génère quand même un serpent. Donc, voilà. Donc, si je pouvais conclure, c'est quoi notre but à base? Générer des polynomiaux serpents maximaux dans de grandes grilles, au-delà des tailles calculables par un algorithme pour ce but. On a essayé le transformer qui était efficace pour générer des serpents dans ce qu'il connaît, mais pas dans ce qu'il ne connaît pas. Puis on a essayé un modèle de diffusion qui, lui, était capable justement de généraliser. C'était ça l'innovation importante du projet. Donc, la diffusion est plus prometteuse pour l'instant. Maintenant, c'est quoi la suite? Ben, la suite, c'est je prends mon modèle de diffusion et je génère plein de serpents. Puis ensuite, je prends ces serpents-là puis je les utilise pour entraîner mon modèle. Fait que je pourrais avoir une relation un peu circulaire pour en générer tout le temps de plus en plus grands. Je ne l'ai pas fait encore, mais ça sent bien. Ça sent bien. Puis, c'est ça. Puis le but de ça, c'est évidemment de dépasser le 28 par 28. Donc, là, je génère un serpent pour un 28 par 28. Ça vient de confirmer si c'est un maximal. Je pense qu'on a confirmé que ça ne l'était pas, mais en tout cas. Puis, évidemment, pour faire un 30 par 30, 40 par 40, ça serait cool éventuellement. Des questions? Yes. Attends. OK. Tu as dit que tu utilisais la descente du gradient. Y a-t-il une raison spécifique pourquoi que c'est la descente du gradient? Ou s'il n'y a pas d'autres techniques d'optimisation qui peuvent être utilisées? J'en connais pas d'autres. Je pense que c'est comme 99% des techniques. Ouais, c'est ça que je vois tout le temps dans les AI, que le monde utilise la descente du gradient. Ouais. Et la fonction coût pour ton problème spécifique, on pourrait probablement l'écrire comme une forme quadratique. Fait que tu peux utiliser le gradient conjugué. OK. Pas sûr de comprendre ce que tu dis, mais on m'en reparlera après. Gradient conjugué, je sais pas c'est quoi. Ouais, toi. Tu as commencé avec on cherche une fonction pour trouver la taille maximale d'un serpent. Ouais. Est-ce que ce que tu as fait va t'aider à trouver une fonction analytique? Oui, en fait, Alain ici présent dans la conférence Zoom, c'est mon directeur de recherche pour ce projet-là, puis il est en train de faire ça, en fait. Moi, je lui lance les résultats, puis il passe des nuits acharnées à essayer de trouver une conjecture, une fonction. Force à toi. Ouais, mais c'est en train de se faire, là, puis je pense qu'il n'est pas si loin que ça. En tout cas. Ouais. J'avais pensé, ça serait-tu possible de comme faire l'inverse, au lieu de penser à un serpent, de comme penser parce qu'on avait, le serpent, il y avait des trous blancs. Ouais. Ben, c'est comme si on avait des trous blancs, comme trouver le nombre minimal de trous blancs pour une frontière. Comme le penser différemment. Ma réponse à ça est connue, en fait. En fait, si je veux minimiser le nombre de trous blancs, il faut juste que je mette des escaliers comme ça partout. C'est la meilleure qu'on je pense. Ouais, il me semble que c'était ça. En tout cas, Alain pourra me chicaner après, c'est pas correct. Mais, ouais. Tu vas minimiser le nombre de cellules mortes, c'est ce que tu dis. Tout en gardant la contrainte de connexité, par contre, c'est ça que je ne sais pas. C'est pour ça que je doute, là. Peut-être que moi, je ne vois pas. Oui.
Est-ce qu'il y a déjà des bornes inférieures qui sont connues pour... Ouais. Salin, il y a plein de théorèmes pour ça. Entre autres, la conjecture 2 tiers permet d'estimer une limite inférieure. Puis ça aurait-tu pu être des choses que tu donnes à ton modèle? Ben, j'ai essayé pendant l'été, mais ça marche très mal. En fait, tout ce que j'ai essayé en termes de fonctions d'erreur marchait très mal. Puis les seules fonctions d'erreur qui ont marché, c'était les plus de base. Puis celles qui étaient trop compliquées étaient soit genre trop difficiles à apprendre, ou il était trop long à calculer, puis là, c'était juste pas possible. Infaisable. Ouais. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation. Premièrement, c'était super intéressant de voir des applications d'algèbre linéaire à l'intelligence artificielle. Bon, ton modèle génère des polynomiaux serpents. Au moins, tu peux vérifier quand c'est un serpent. Puis, tu sais, des fois, on le voyait que, OK, clairement, il ne peut pas être maximal. Mais sinon, comment tu fais pour vérifier que, OK, effectivement, ça va générer un polynomial serpent et il est maximal? On n'a pas besoin de savoir. En fait, OK. c'est important de clarifier que mon travail ne me permet pas de confirmer que ce sont des maximaux. Ça me permet de générer des exemples de serpents dans des grandes grilles. Puis là, après, on peut s'inspirer de ça pour formuler une fonction pour la taille. Donc, mais ça pourra jamais surpasser la rigueur mathématique. Ouais. Tu disais tantôt à 15, tu l'entraînais jusqu'à 15, je pense, tu checkais à 16, c'est ça? Oui. Tu checkais sans l'entraîner ben, tu vas pas entraîner à 16, mais si tu checkais à 17, ça marche bien? Là, ça commence à avoir des gaps, là. En fait, c'est parce que j'ai pas eu donné jusqu'à 17, malheureusement. Parce que c'est un autre chercheur qui a trouvé le 17. Mais j'ai généré j'ai généré des polynomiaux serpents maximaux pour le 16 par 16, le 17 par 17. Puis là, tout ce qui vient après, on ne sait pas. Mais on pense vraiment que c'est des serpents maximaux. Mais en fait, ma question, ça serait plus, mettons que tu l'entraînes seulement sur des 13 par 13. Ouais. Est-ce que le 14 par 14 va toujours marcher sans gap? Ouais. De ce que j'ai testé, ouais. Est-ce que donc, ça suggère qu'en gros, quand tu rajoutes seulement une dimension, puis que tu rentraînes dans cette nouvelle dimension-là, ça devrait être tout le temps correct comme. C'est ce que je pense avoir constaté, mais j'ai pas eu la chance de le tester avec beaucoup de rigueur, mais à chaque fois que je l'essayais, ça marchait. Ouais. Puis l'autre problème que je vois, en fait, c'est que les deux modèles que tu présentais, transformeur et diffusion, les deux sont un peu à l'opposé du spectre de l'AI, d'une certaine manière. Du moins, dans ton problème, c'est dans là que tu génères un serpent qui est transformeur, tu es certain qu'il est connecté, mais ouais, c'est ça ça. va être pas si long, alors que l'autre, tu n'es pas certain qu'il va être connecté, mais il va être quand même assez long. Soit faire un peu les deux, de faire un peu les deux mixer ensemble. Peut-être, je sais pas. En fait, la partie transformeur, c'est un peu faux de dire que c'est complètement à l'opposé. C'est la méthode de génération qui est à l'opposé. Dans un cas, je fais cellule par cellule, dans l'autre, je génère tout en même temps. Mais le transformeur en tant que tel, il est dans le modèle de diffusion déjà. En fait, le mécanisme d'attention, qui est la partie principale du transformeur, il y en a partout dans le modèle de diffusion, à chaque couche, à chaque niveau. Mais de générer en fait, la question c'est un peu, est-ce que tu peux combiner cellule par cellule et diffusion? Pas certain. Je vois pas comment il est dedans. Peut-être c'est possible. Ouais. Est-ce que tu l'entraînes pour qu'il soit connecté un peu ou le fait qu'il soit connecté ou pas n'a pas d'influence sur son entraînement? Alors, quand il s'entraîne, est-ce qu'il s'assure qu'il soit connecté ou pas? Pour les résultats que j'ai générés, je me suis. Non. Mais pendant le stage, j'ai essayé de m'assurer qu'il soit connecté, puis j'ai réalisé que c'est impossible. C'est impossible parce que le modèle prédit du bruit. Comment tu trouves quelque chose qui est connecté quand il est à peu près vivant ou à peu près mort? Ça, c'était l'affaire qui m'a vraiment fait bugger, ça. C'est très difficile d'établir un score de connectivité quand tu as juste du bruit, là. Puis quand tu peux l'établir, ben, ça donne pas des bons résultats. Ouais. Oui. Pour entraîner le transformeur, pour s'entraîner les données, ouais. Quel genre de données tu peux utiliser pour l'entraîner? Est-ce que tu prenais des polynomiaux
polyomno serpent complet ou est-ce que tu dois le décortiquer en petits morceaux pour qu'ils apprennent à le générer? En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que Alain m'a donné une banque de données incroyable. Puis, j'avais un petit algorithme. Je prenais chacun des serpents maximaux, puis je les décomposais en séquences. Donc, mettons, mettons que j'ai ça, j'ai celui-là. Mais là, avec mon programme, je commençais avec ça. Je générais ça. Ça, je générais ça ici. En fait, c'est pas. Je commençais par une tête, une queue. Comme ça. Donc, je générais ces matrices-là, puis ce que je faisais, c'est que, par exemple, on me donnait ça ici. Puis là, il me sortait, par exemple, ça. Là, je tapais sur les doigts, puis je disais, fallait que tu fasses ça. C'est le même que je faisais l'entraînement. Quand je génère, c'est un peu la même chose, c'est juste que plus c'est toute ta page de doigts. Si je passe de là à là, puis si ça ne marche pas, ben, je recommence. Je fais tant que ça marche. Ouais. Moi, j'avais une question. Ouais. En fait, j'avais deux questions. Une Ouais. question, c'est pour l'équipe technique. Serait-il possible de nous montrer, de switcher la caméra pour que on puisse voir l'audience? Je me demande qui est présent. En attendant que tu trouves comment, je vais poser ma deuxième question. Puis ça concerne je pense, toute l'équipe avec qui tu as travaillé. Non, en fait, c'est pas celle-là que je voulais, c'est l'audience, en fait. C'est une façon de switcher la caméra. Je vais vous laisser si jamais ça marche pas, mais c'est à l'intérieur, il y a deux caméras. Il y a la caméra présentateur, puis il y a l'autre caméra qui est en face, là, dans l'écran à côté du tableau. Puis, non, en tout cas, ma deuxième question, si ça marche pas, c'est pas grave, là. Mais ma deuxième question, c'est pour l'équipe, là, Benjamin, Alain, puis aussi Fadel. Je me demandais, est-ce que tu avais écrit un rapport? Est-ce qu'il y avait un rapport qui était écrit? Parce que je suis peut-être intéressé à éventuellement le lire s'il y a plus sur les aspects mathématiques de l'implémentation. Je serais juste curieux. Ben, pour mon stage, j'ai écrit un rapport. Là, en ce moment, on est en train d'écrire un article. Puis, on va prendre... c'est un article de conférence, là, fait qu'on y a une conférence Gascon. On va y aller. Puis, Parfait, ben, je vais peut-être attendre ça. Ouais. Ça. Good. Parfait. Mais c'était pas pour me voir, là, mais c'était pour, c'était pour voir l'audience. Mais c'est correct si vous ne trouvez pas. Là. C'est bon. Mais merci beaucoup pour la présentation. J'ai trouvé ça super intéressant. Ça fait plaisir. Y avait-il d'autres questions? Je sais pas s'il y a d'autres questions pour Benjamin.